labelliser Eddy, la société Nielsen, avec à sa tête M. Mortar Zanet, qui va nous fournir un témoignage en ce sens. Merci beaucoup. Alors, mon témoignage, c'est une présentation PowerPoint. Je pense que rien ne vaut de vraies photos et un vrai message visuel. Je suis le patron d'une boîte qui s'appelle Nielsen, qui est une société tunisienne. Hein. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est du pur marketing international, mais c'est une société 100% tunisienne. C'est une usine, en fin de compte, industrielle, donc c'est une entreprise qui cherche au profit, bien sûr. Et je vais essayer de vous décliner les différents points dont on vient de parler depuis ce matin, entre autres la législation édile. Donc l'intitulé, c'est « Comment booster les performances d'une entreprise ?» par les deux béquilles qui sont, ou les deux jambes qui sont les co-innovations et la RSE. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc nous sommes une entreprise industrielle, on est dans un domaine, notre ADN c'est en fait l'environnement. Nous concevons des machines pour traiter les déchets, pour aider les gens à justement se lancer dans le domaine environnemental, le recyclage, etc. Donc nous avons énormément de catalogues relativement fournis et nous faisons beaucoup de prototypes pour résoudre des problèmes de nos clients. Donc c'était juste une présentation. Nous sommes une entreprise avec un marquage CE, donc ça doit être une des rares entreprises tunisiennes, du moins dans le domaine industriel, où nous avons le marquage CE. Nous avons également nous avons des brevets en cours, des brevets internationaux. On a lancé 2 brevets qui sont déjà enregistrés. Nous avons un 3e en cours pour l'année 2018. Nous avons reçu un prix, le premier prix d'innovation en Tunisie en 2014. Nous sommes en effet labellisés, c'est pas tout à fait labellisé, la labellisation EDIL est un peu comme la bicyclette, on ne s'arrête jamais, si on s'arrête on tombe. Donc on est en cours de labellisation et on est en permanence en train de s'auto-évaluer grâce aux critères dont vous avez parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Nous avons gagné en 2016 également un prix qui n'est pas le moindre prix, qui était le prix de l'entreprise la plus innovante en Afrique, donc c'était à Casa. Récemment le prix d'innovation sociale en Tunisie la semaine dernière. Alors voilà ce qu'on fait en fait, je vais passer rapidement, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour bien mettre les points sur les i. Voilà un peu le genre de machines, voilà un peu le genre de déchets, de bouteilles, etc. que l'on remet dans le circuit. On parle de pas mal de richesse, parce que lorsqu'on met en balle par exemple ce genre de bouteilles PET, on parle de 12 à 13 000 tonnes par an qui sont exportées ou recyclées localement. Et donc là, on parle de 350 à 400 euros la tonne. Donc autrement dit, on est en train de créer 5 à 6 millions d'euros de richesse, de recyclage et moins de ressources naturelles à extraire. Alors je passe rapidement, on touche aussi bien les pneus, les canettes, enfin tout ce que vous voyez ici. Mais également les déchets de biscuiterie et autres. Donc voilà un peu le genre d'industrie dans laquelle nous sommes. Alors, l'idée c'est ça. L'idée c'est toujours, l'innovation c'est le minimum de machines et c'est ce qui va impliquer de manière positive justement nos clientèles pour justement que leur projet soit de plus en plus rentable, le minimum d'investissement pour le maximum de recyclage et le maximum de produits à traiter. Et le message qu'il faut toujours garder en tête, c'est justement cette histoire-là où jusqu'en 2010 on extrayait 60 millions de tonnes de matières premières dans cette logique de maximisation des profits, justement. Maximiser le profit veut dire on extrait, on produit, on consomme, on jette et puis on réextrait. Donc cette boucle, cette ligne, justement, cette économie linéaire... Stimuler cette boucle. Absolument, on doit sortir de cette économie linéaire pour entrer dans l'économie circulaire. Et c'est ça, si on continue dans cette voie-là, en 2050, on aura 140 millions de tonnes de matières premières extraites. Et ça, c'est insupportable et c'est impossible. Donc c'est là-dessus où nous sommes, voilà dans quel cadre nous vivons et comment est-ce qu'on arrive à la RSE avec ce genre d'entreprise. Donc voilà. La typologie de clientèle. Nous sommes très fiers d'avoir ce genre de logo et ce genre de clients, mais nous sommes encore plus fiers d'avoir des ONG, des associations, des agences nationales, voilà. Et c'est cette population-là qui est celle vers laquelle nous sommes en train de plus en plus d'aller. Aujourd'hui, le tiers pratiquement de notre clientèle, entre guillemets, ce sont justement des projets pour combattre la pauvreté, pour combattre le chômage, pour combattre la pollution, tenus et portés par des personnes qui sont des berbèches, comme on dit en Tunisie, des chômeurs, des diplômés qui veulent se lancer. Et donc c'est là où justement on fait le pont
entre ce que nous faisons en tant qu'industriels, donc à essayer de faire du profit. On ne maximise pas le profit lorsqu'on fait de la RSE. J'en parlerai tout à l'heure. C'est rentable, mais c'est sur du long terme. La durabilité, la durée, c'est un terme qui revient souvent dans nos différents discours. Et donc voilà, très concrètement, voilà, ce monsieur était au chômage, on l'a aidé, on a trouvé un financement par justement une ONG, et puis vraiment, aujourd'hui, il nettoie, il crée de la richesse, il vend cela, ça passe par une de nos machines, vous avez la même chose ici avec des bouteilles, et ces gens-là, qui sont au chômage, ce monsieur-là passait sa journée à fumer la chicha et donc à s'empoisonner, aujourd'hui est un petit micro-entrepreneur qui crée de la richesse et qui fait bosser 12 personnes de manière directe ou indirecte. Donc ça, c'est quand même important. Et ça, c'est notre impact local ou communautaire que l'on fait grâce justement à cet état d'esprit. La RSE, c'est un état d'esprit en fait. Hein. Donc on l'est ou on n'est pas, et c'est une conviction que l'on porte en soi. Alors comment on fait concrètement? Voilà les pistes sur lesquelles nous sommes, présents d'un point de vue commercial, je dirais. Nous sommes sur la majorité des pays, parmi les 3 premiers, voire le premier fournisseur ou prestataire de services sur place. En Tunisie, nous sommes très largement présents jusqu'en 2014 et nous avons atteint, c'est là où il faut comprendre que la RSE, on y vient quand on est mûr. On se sent mûr un jour pour justement passer du business as usual, qui est justement maximiser le profit et puis distribuer les dividendes, au social business. En disant un jour, on est mûr, on a la capacité, la marge de manœuvre, de gagner moins immédiatement, de gagner plus sur un long terme. Et ça, c'est ce déclic qui a eu lieu chez nous en 2014, où nous avons déménagé dans une nouvelle usine, Fida, qui est un village à 100 km de Tunis, qui nous a permis justement d'être après présent ici, dans ces zones dont on parle tout le temps, les zones défavorisées, les zones délaissées, les zones oubliées. Et ça, c'est peut-être notre fierté aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, en installant et en aidant les gens à se lancer dans ces projets, dans ces zones-là, nous avons créé depuis 2014 650 emplois, directs et indirects, en aidant les gens à justement combattre la pollution, créer de la richesse et combattre le chômage. Voilà un peu le triptyque sur lequel nous sommes présents. Alors comment on sort de la généralité? Qu'est-ce que l'on comme du lot exactement? C'est toujours cet équilibre-là. On essaye d'avoir une performance économique, la pérenniser, mais également être utile socialement, être utile environnementalement, et on va donner quelques exemples précis. Est-ce que c'est rentable? C'était le thème, et Mme Douja m'a dit, il faut absolument parler, chiffres, voir est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on se lance là-dedans ou pas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une moyenne très simple, profit, enfin bénéfice divisé par chiffre d'affaires. Avant 2014, on tournait dans les 6-7% en moyenne, depuis on est à 4%, mais je répète, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est que c'est sur du long terme, et c'est une tendance qui est soutenue sur le long terme, en fait. Alors, c'est également, comme disait Siwali tout à l'heure, si moi je dis, il y a le côté marketing, c'est vendeur aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un avantage qui rajoute à la performance économique de la société. Donc c'est vendeur, c'est dans l'air du temps, et mieux que ça, nous avons participé à un marché public où on gagnait des points si on était RSE. Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et on doit être dans cette mouvance, dans ce train-là. Si on rate le train, on attend le prochain et ça sera souvent trop tard. Donc c'est également porteur, vendeur et puis de toutes les façons, nous sommes convaincus ou pas. C'est un état d'esprit. Il faut déjà commencer par là. Alors, à côté de ça, comme là, je suis invité pour en parler. Et ça me fait de la pub, et demain il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 clients supplémentaires grâce à ça. Et donc c'est justement un thème dans l'air du temps qui nous permet d'être invités dans ces séminaires-là, invités dans ces réunions-là, et ça nous permet de communiquer. Donc que ce soit par humanisme, par altruisme ou par, on va dire, pur calcul entrepreneurial, eh ben, il n'y a pas moyen d'y échapper. Exactement. Et je pense que ce terme-là de rentabilité, ce n'est pas qu'arithmétique. Si on parle d'arithmétique immédiate, c'est non. Si on parle d'arithmétique à long terme, le terme durable, durée, est important à intégrer. De toutes les façons, je répète, c'est un état d'esprit. On est égoïste. Le terme égoïsme a été prononcé tout à l'heure. En fait, dans l'économie actuelle, qui n'est pas une économie solidaire, le total est 0. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc c'est plus 1 pour l'un, moins 1 pour l'autre. Là, c'est un peu différent. Cet état... 1 plus 1, c'est pas égal à 2, c'est égal à 6. En gros. Par exemple. Alors, aujourd'hui, il y a autre chose. Pour les gens qui sont intéressés par les fonds d'investissement,
qui cherchent justement à avoir des partenaires. C'est vraiment, comme BPI France, c'est vraiment un des critères très importants. Nous sommes nous-mêmes touchés par-ci, par-là, appelés par-ci, par-là, pour voir si ça nous intéresse. On n'est pas du tout dans cette logique, puisqu'on est une toute petite PME, mais nous avons également des fonds d'investissement qui nous disent ouais, pas modeste. Vous êtes en ligne, non, c'est la réalité, et de toute façon, je continue, et je dois rester comme ça. C'est un choix de ne pas trop grossir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup. Il y a des fonds d'investissement qui dédiés à cela, ou qui dédient une partie de leurs investissements pour la RSE. Alors concrètement, je parle du label EDIL. En effet, c'était une grande fierté pour nous en 2015, lorsque nous avons été choisis parmi 14 entreprises sud-méditerranéennes qui ont lancé ce label EDIL. C'est une charte, c'est un engagement, avec les 3 piliers standards, économie, sociale et environnementale. En fait, c'est les 3 piliers également qui sont ici. On trouve exactement les mêmes 3 couleurs. Plus le côté, qu'est-ce qu'on fait localement pour la communauté dans laquelle nous vivons, dans notre voisinage immédiat. Alors, on va essayer de clore rapidement, M. Zani. J'en ai encore une bonne peut-être 7-8 slides. Hein. On va essayer d'avancer rapidement, s'il vous plaît. Donc, l'impact économique, social et environnemental, bien sûr, et puis l'impact communautaire. Comment on fait ça? En innovant de manière continue. Par exemple, on doit parler de l'impact économique. Le fait de faire des machines qui soient brevetées, qui fassent du tout en un, va permettre à nos petits investisseurs d'amortir, de rentabiliser rapidement leur investissement, de permettre enfin aux Tunisiens qui veulent se lancer d'avoir des machines disponibles, parce qu'avant on était obligé de les importer en euros, donc ça c'est un impact très positif sur l'économie locale, de pouvoir faire des produits adaptés au marché, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut en parler tout à l'heure techniquement si ça intéresse des gens, et de pouvoir s'approvisionner localement, et puis surtout de co-développer, donc de créer de l'invention locale en Tunisie. Sous-traitance, très important, des partenariats pour faire des projets collaboratifs avec le cluster mécatronique entre autres, mais également tout ce qui est centre de recherche. Donc tout cela est notre impact économique immédiat, local et dans le voisinage. Le côté social, lorsqu'on est arrivé à Enfida, donc nous avons embauché que des gens de la région, donc ça crée de la richesse. Voilà les jeunes qui sont, c'est une équipe de collaborateurs jeunes, c'est important de pouvoir, justement, je trouve de loin le plus vieux de toute cette équipe-là, et de pouvoir, de la cohésion sociale dans la société. Nous, les cadres, vivent tous dans un appartement que nous avons loué pour eux, donc loué pour eux, 2 appartements qu'on a loués pour eux, ça crée de la dynamique, et ça, c'est une richesse, et ça permet d'être responsable, mais également rentable. D'accord ? Alors, nous faisons de manière régulière, pas tous les mois, des entretiens individuels. C'est quelque chose qui est relativement rare chez les entreprises tunisiennes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise de petite taille, à forte cohésion sociale, et nous avons pas mal d'investissements pour améliorer les conditions de travail dans notre société, avec la CNSS. Le côté un peu interne à la société, et je dirais relativement innovant de la société, c'est que nous avons un système de bonus pour tous dans la société, quel que soit le niveau de compétence de la personne, le fait qu'elle rajoute quelque chose et qu'elle ramène quelque chose à la productivité ou au nombre de pannes, etc., est bonifié derrière. Nous avons des boîtes à idées dans la société, parce que là, je disais 1 + 1 = 2, c'est encore une arithmétique à connaître. Lorsqu'on s'échange, vous et moi, un bonbon, ben finalement, vous retrouvez-vous avec un bonbon et moi avec un bonbon. Mais si on s'échange des idées, vous retrouvez 2 idées et moi 2 idées. Donc c'est du positif, tout ça. Et puis nous avons également un système de stage qui se fait de manière continue. Alors voilà, ce qu'on a gagné avec tout ce que je viens de décliner, là c'est des chiffres que l'on peut rapidement calculer avec notre ERP. Nous avons gagné 7% de productivité et nous avons, grâce à ces boîtes à idées, un brevet pratiquement tous les 18 mois dans notre secteur. Alors, nous avons également, pour impacter socialement, signé des conventions avec des sociétés de leasing, voire des partenaires qui sont un peu plus dans la microfinance, pour pouvoir permettre justement, comme je disais tout à l'heure, aux jeunes de se lancer dans l'économie verte, qui est un secteur très porteur. Une étude a montré que grâce à ce qu'on a fait tout à l'heure en Tunisie, on a créé 9000 emplois de manière directe et indirecte grâce au projet qu'on a lancé sur la Tunisie et 700 sur les 3 dernières années dans les zones défavorisées dont je parlais à l'instant. Et puis,
En interne, je vais passer rapidement, comme c'est notre ADN en fait, eh ben nous avons dans notre usine, tout ce qui est chauffe-eau solaire, photovoltaïque, utilisation continue et traitement de l'eau, etc. Ça, c'est notre ADN et nous devons absolument être l'exemple à suivre dans ce domaine-là. Mais également, lorsqu'on a construit notre usine, on a voulu être justement dans tout ce qui est technique moderne d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, même notre but, c'est d'être la fleur dans la forêt, voilà la zone industrielle dans laquelle nous sommes. Ça, c'est ce que nous voit de notre usine et c'est ce que nous voyons de notre usine. Donc déjà, même le côté impact visuel dans la zone industrielle est très important. Ça sort du lot. Voilà. Merci beaucoup. Alors je pense que j'en ai fini en effet. Merci M. Mortar Zaned, Société industrielle labellisée EDI. Merci pour son témoignage.